Bonjour, alors bienvenue dans ce nouveau café de l'innovation. Maintenant, on a envie de pouvoir échanger avec vous sur un expert. Et cette fois-ci, c'est un expert dans ce qu'on appelle le M&A, c'est-à-dire les fusions-acquisitions. Donc, je vous présente Bertrand Jounin. Bonjour Laurent. Bonjour Bertrand. Donc, Bertrand est en charge de regarder, évaluer, mettre en place des perspectives pour pourquoi pas éventuellement accompagner des entreprises. Je détaille comme ça. Ben, c'est assez bien, c'est assez juste. Hein. Je crois que Blue Linea est un très bel exemple. Voilà, alors Blue Linea va pas pitcher comme une start-up parce qu'on a maintenant grandi. C'est plus tout à fait une start-up. Hein. Exactement. Bon, on n'est pas encore vraiment rentable, donc il y a encore un peu de boulot, on est d'accord? Mais si, on y est Ouais, presque. tout à fait. Donc par contre, on a, voilà, en tant que patron de Blue Linea, j'ai eu envie de faire parler un de nos actionnaires, investisseurs, actionnaires majoritaires, pour qu'il puisse aussi partager avec vous quand il évalue un dossier, quand il regarde un dossier sur une start-up ou sur une entreprise à reprendre, quels vont être les points de vigilance, quels vont être les éléments qu'il faut regarder. On a tous l'impression de vivre les choses pour la première fois. Lui, quels que soient les secteurs, Bertrand, lui, il découvre rien. Il voit exactement les mêmes moments, il voit exactement les mêmes indicateurs, et il dit, mais vivre, ça, vous le revoyez. Voilà. Bertrand. Merci Laurent. Ben, le premier point, alors ce que je vais faire, je vais peut-être expliquer un petit peu le processus de sélection pour Apicil. Déjà, la première chose, c'est que Apicil, qui m'emploie, n'est pas un fonds. C'est une compagnie d'assurance qui a un but non lucratif, qui a ses propres objectifs, et donc le mode de sélection n'est pas du tout identique à celui d'un fonds, même si évidemment on a des critères communs. Alors, Laurent, le premier critère, c'est est-ce qu'on est sur un thème qui peut apporter, qui correspond à la stratégie du groupe. Sinon, on passe ça à d'autres, ça ne nous intéresse Donc, pas. Donc tu n'investis pas dans les boulangeries? La boulangerie, typiquement, non. Ok. Donc la stratégie du groupe, elle est définie par sa raison d'être, assister la vie, toute la vie. Donc c'est assez vaste, mais ça correspond aussi à quelque chose, et typiquement la boulangerie, on est un peu hors sujet. Donc ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, évidemment, c'est la taille. On ne va pas acheter des entreprises au-delà d'un certain prix parce qu'on n'en a pas les moyens. Et on ne va pas non plus acheter des entreprises trop petites parce que ça nous prend trop d'énergie pour nous en occuper. Donc, on va être à l'intérieur d'une fourchette de taille. Ça, c'est des critères tout à fait objectifs et qui permettent d'éliminer un grand nombre de dossiers. Le troisième, alors à partir de là, on rentre vraiment dans l'examen du dossier et on se dit, tiens, ça c'est un dossier qui est dans la stratégie et qu'on peut faire. Donc, on va regarder le dossier. Le premier point qu'on va regarder, c'est la cohérence de l'ensemble du dossier. Est-ce que le dossier est cohérent? Est-ce que celui ou celle qui le porte est cohérente avec ce dossier? Est-ce qu'il a fait des choses dans le domaine? Est-ce qu'on a une histoire qui se raconte? Là aussi, c'est pas si souvent le cas. Ça peut paraître évident, mais en réalité, assez souvent, on s'aperçoit par exemple que dans le business plan, on a des hypothèses qui sont complètement incohérentes les unes avec les autres. C'est vrai que moi, souvent, je vois des startups qui vous annoncent qu'ils vont faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans. Je dis, faites-vous plaisir. Il y a un moment où il faut rester crédible, c'est ça? Ce genre de choses? Globalement, c'est ce genre de choses. Ou des hypothèses qui sont incohérentes entre elles. On a ça aussi. Un montant très élevé, mais pas d'investissement. Habituellement, quand on veut faire du chiffre d'affaires, il faut investir. Donc ça, c'est le critère. Et puis le critère suivant qu'on regarde, c'est évidemment tout l'aspect commercial. Comment est-ce que le projet veut vendre son produit? À qui? Et avec quels moyens? Est-ce que là aussi, est-ce qu'on est cohérent avec l'ensemble
des éléments qui sont inclus dans le projet avec la personnalité de l'équipe ou non. Et là aussi, c'est pas toujours aussi évident. Ça, c'est vraiment les premiers critères. Ensuite, on va aller regarder des critères plus financiers. Et donc, on va rentrer vraiment dans le business plan et dans l'histoire qui nous est racontée. Donc, on est dans un cadre où les entrepreneurs sont fiables, crédibles, ont un plan commercial qui tient la route, ont un produit ou des produits qui tiennent la route. Alors, là aussi, quand je dis des produits, souvent, il y a du rêve. Très souvent, on a des business plans où on a un produit par an. C'est jamais réaliste. Là aussi, quand on nous dit on va lancer un produit par an, alors qu'on commence à avoir du mal à lancer le premier et qu'on est dans la situation où on essaye d'en lancer un, on défalque du business plan tout ce qui est produit numéro 2, produit numéro 3. Cash. Parce qu'on sait que ça n'aura pas lieu. Dans le meilleur des cas, il faut plusieurs années avant de lancer un deuxième produit, ce qui veut dire aussi que l'entreprise est très vulnérable. Et c'est normal au début. Sauf à ce que, pareil, on soit à un stade où il y a déjà plusieurs produits qui soient lancés. Mais toi, il t'a fallu combien de temps pour lancer un deuxième produit ? Alors, est-ce qu'il est vraiment lancé ? Non, je plaisante. Concrètement, des métriques, par exemple. Blue Linea, en l'espace de 10 ans, a levé un peu plus de 30 millions d'euros. Donc, ça veut dire que quand on dit qu'on a levé un peu plus de 30 millions d'euros, c'est surtout que des actionnaires, des investisseurs nous ont confié 30 millions d'euros. Un jour, il faudra les rendre. Tu es d'accord ? J'y compte bien. Voilà. Et concrètement, avec cet argent, bien sûr, on va créer de la valeur. Chez nous, on a tendance à dire, sur la première tranche de 20 millions, on a fait 6 et 2. 6 millions pour mettre au point Blue Home Care, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de développer les services Help à domicile, donc 6 millions d'investissements, de la R&D, des logiciels, création des plateformes. 6 millions pour pouvoir amorcer le business, c'est-à-dire le financement en besoin de fonds de roulement, c'est-à-dire acheter des objets connectés qu'on met sous forme d'abonnement chez les particuliers. C'est comme ça qu'on a pu avoir des dizaines de milliers de personnes âgées équipées de notre dispositif à domicile. Ensuite, 6 millions pour enfin créer le deuxième produit, c'est-à-dire Serenea, ce qu'on met dans les établissements, dans les EHPAD. Et on a bénéficié de l'effet, on peut le dire, fossoyeur, parce que tout simplement, il y a 2-3 ans, on installait un Serenea par semaine. Aujourd'hui, 2 à 3 par jour. Je ne vais pas vous détailler ce que fait Serenea, mais globalement, c'est ça. On est dans la gestion de l'établissement avec des paramètres de qualité de service qui permettent de fonctionner. Et 2 millions, Bertrand, reste calme, et 2 millions pour payer des conneries. Parce qu'on fait toujours des bêtises. On fait des choix, on s'aperçoit que ces choix sont pas... On va ailleurs, on fait ce genre de choses. Donc globalement, on peut se retrouver dans des situations où il y a toujours une partie de cet argent qu'on nous confie, qu'on pulvérise. Le plus important, c'est qu'il n'y en ait quand même pas beaucoup trop quand même dans cette partie-là. Mais tout le monde fait des choix et c'est la vie. Par contre, il va falloir que l'argent d'après permette de récupérer cet argent, c'est-à-dire le développement commercial. Voilà, c'est ça, hein ? C'est ça, c'est ça. Je voulais signaler également une chose aussi dans l'histoire que nous racontent les créateurs ou les entrepreneurs, et parfois même déjà un peu aguerris. Il y a des histoires de deux types. La première histoire, c'est mon entreprise gagnera de l'argent et va créer des dividendes au bout d'un certain temps. Le deuxième type d'histoire, c'est mon entreprise vaudra cher dans 5 ans. Ce qui est plutôt l'histoire qu'on va raconter au fond, plutôt qu'il y a une entreprise comme nous. Nous, il est clair que nous avons une préférence très nette pour le premier type d'histoire. Après, les fonds acceptent tout à fait la seconde. Il faut voir que dans le temps, il y a par contre des évolutions assez fortes. C'est-à-dire que les secondes, et quand on montre effectivement que l'entreprise, même perdant encore de l'argent, vaut beaucoup plus cher, et on voit des entreprises qui se vendent 5, 10, 20 fois leur capital. Ce type d'histoire, il y a des moments où c'est très apprécié et des moments où c'est moins apprécié. C'est-à-dire que
vous apercevez qu'il y a des bulles, donc on apprécie beaucoup, puis on apprécie trop, puis plouf, et on passe à l'excès inverse. Donc là aussi, si vous regardez, essayez un tout petit peu de regarder quel est l'air du temps pour voir si votre histoire, si elle est du type 2, s'il vaut pas mieux la présenter un peu plus tard.